Rebonjour les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois avec André Bellon. Euh, Facebook vient de nous faire sauter la vidéo en direct. Donc apparemment, la parole du citoyen Bellon dérange. Euh, C'est flatteur. alors, la stratégie de l'employé de la banque, tout changer pour ne rien changer avec son CNR Alors, 2.0. pour ne rien changer, voir, voir, il faudra analyser. L'idée est, il y a une crise de régime. Ça, je crois, bon, quand on a commencé, enfin, l'association pour les constituantes, il y a 17 ans, à le dire, tout le monde nous riait au nez. Aujourd'hui, bon, c'est admis. Bon. Le problème devant une crise de cet ordre, c'est que la classe dirigeante se dit, oui, à la fois, comment changer pour que rien ne change, comment même changer pour en tirer bénéfice. Donc, Macron a proposé un Conseil national de la refondation. Chacun aura remarqué que ça veut dire CNR, ça fait appel au Conseil national de la résistance, ce qui est un peu limite. Mais il veut donc créer quelque chose pour refaire les institutions et vraisemblablement dans le sens qu'il arrange. Le sens qu'il arrange, il faudrait débattre largement, mais rappelons-nous par exemple qu'il rappelle tout le temps qu'il veut une souveraineté européenne. Ce qui veut dire que c'est plus une souveraineté nationale par exemple. Bon, c'est pas un détail. C'est plus une souveraineté populaire. Bon. Alors, et puis, il faut resituer ça dans le cadre de ce qui s'est passé depuis 20 ans, à savoir que, par exemple, en 2005, le peuple français a dit non à un traité et qu'on l'a fait quand même. Alors, comment va-t-il faire cela? Moi, j'ai une tendance à faire une analogie, et plus d'ailleurs j'écoute un certain nombre d'intellectuels, oui, aux ordres, il faut bien dire les choses comme elles sont, qui s'exprime en général assez souvent dans Le Monde, qui est le journal officiel du système. Plus il me semble qu'il s'agit de faire un peu, mais en manière plus sophistiquée, ce qu'avait fait Giscard lorsqu'il a présidé la commission qui a abouti au traité constitutionnel européen. Il a fait semblant de s'entourer de représentants du peuple, c'est-à-dire des élus, ce qui n'est pas idiot, même si leur légitimité aujourd'hui pose problème, hein, quand même. Avec 55% Oui, d'abstention. 58 en comptant les blancs et nuls. 58% en comptant les blancs et nuls. Bon, donc il y a un problème de légitimité. Mais bon, qu'il y en ait, c'est pas absurde en soi. Encore faut-il savoir comment ils s'expriment, pourquoi faire. De représentants de ce qu'on appelle la société civile, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais de toute façon il va les sélectionner, pour aboutir à un projet qui était celui qu'il voulait. Voilà. Et qu'il a appelé, rappelez-vous Giscard d'Estaing, il a appelé ça traité constitutionnel européen. L'aspect constitutionnel, ça passait comme ça en douce. On changeait la constitution, on en faisait une constitution européenne. Bon, c'est un peu ça qu'il essaie de faire. Et un certain nombre d'intellectuels donc reprenaient Le Monde depuis quelque temps. Vous verrez pas mal d'articles. On ne le lit pas, c'est un torchon, et puis on n'a pas de thunes à mettre Oui, là-dedans. mais ça fait rien, on peut vous les procurer. Et vous verrez que justement, il y a toute une propagande en la matière. T'as les noms des... Oui, je vais vous donner les articles, ce sera plus simple. Hein. Donc vous verrez les signatures. C'est signé, hein, donc y a pas, c'est public. Hein. Il propose quoi? Il propose en fait, les résumons, de supprimer le suffrage universel. Le peuple vote mal. Supprimons le peuple. Brecht, il faut dissoudre le peuple. Quand le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple. Voilà. Alors, ils ne le disent pas comme ça, bien entendu. Ils vous disent que on va remplacer le peuple en tant que collectif par des citoyens tirés au sort. La dernière fois qu'ils avaient voulu tirer au sort, il y avait Cohn-Bendit qui était sorti dans le tirage au sort. Oui. Mais qui contrôle le tirage au sort?
C'est un peu comme ceux qui Ouais, contrôlent sur les les élections, annuaires quoi. téléphoniques, machin. D'accord. Bon, donc il y a bien une idée de remettre en cause le suffrage universel. Et ça, c'est criminel. Bon. Donc il y a ça, il y a l'idée de mettre des représentants encore une fois, de la société civile, alors choisis par qui, comment. De la Ligue des droits de l'homme, par exemple? Non, mais Parce qu'ils ont reçu de l'argent de l'association. Soros, donc Bon. au niveau de représentants des intérêts de Qui Soros. décide de tout ça? Bon, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas le suffrage universel. Que le suffrage universel tel qu'il est appliqué aujourd'hui pose problème, c'est une évidence. Loin de moi l'idée, d'ailleurs, nous combattons assez contre les institutions telles qu'elles sont, pour ne pas aujourd'hui dire le contraire. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'il est appliqué de façon désastreuse que son principe est mauvais. Et lorsque nous avons fondé l'association pour une constituante, notre idée c'est bien de refonder les institutions à partir de tous les citoyens, mais au niveau le plus local, les communes, les quartiers, de manière à ce qu'ils se connaissent, qu'il y ait un mouvement populaire et social au niveau local, à partir des vrais problèmes. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut qu'il y ait des cahiers d'exigence, parce que c'est sur la base des difficultés, du vécu, des souffrances que vivent les citoyens que on aboutit à poser les vrais problèmes et donc à essayer d'en trouver les solutions. Après une analyse radicale. Absolument. Et donc, il faut qu'on maintienne cette idée de participation de tous les citoyens, même si ceux qui font les propositions, Macron ou les intellectuels dont je parle, évidemment disent bien qu'in fine, il y aura un référendum. Mais un référendum qui sera, c'est à prendre ou à laisser. On vous donne un projet, si vous ne le voulez pas, il n'y en a pas d'autre. Non, nous voulons qu'il soit construit par un mouvement progressif de tous les citoyens à partir de leurs problèmes, à partir de leurs débats et à partir de leur perception des choses. C'est ces deux projets qui vont s'affronter dans les mois qui viennent. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le système, il est mouru, que eux, pour sauver leur peau et leur place, bien grâce, leurs intérêts. Ils voient bien que la seule solution, la seule sortie pour le peuple, ça va être de reprendre sa souveraineté, de faire cette constituante avec cet élan municipal et non pas imposé par le... Le municipal, c'est bien. Oui. Et eux vont essayer de contrecarrer ça avec des sachants, Oui. bien rémunérés pour ça, qui vont dire on va changer, mais par le haut. Oui, bien sûr. D'accord. Donc là, ils pourront prendre éventuellement 100 mecs tirés au sort, les cornaquer, les corrompre autant qu'ils peuvent, avec des coups de pression, la justice, la gendarmerie, enfin la totale. Ça se fait naturellement, je pense. Hein, un petit peu de pognon. Voilà. Et puis les 100 mecs, eh ben, voilà, tu les as les représentants de la société civile. Écoutez, c'est exactement ce qui a été fait pour la Convention climat, je crois, non? Ben voilà. Ils appellent ça une convention citoyenne. Amusant. Donc, pour toi, ce qui a été fait samedi, qui a été lancé par des collègues Gilets jaunes dans le 11e, Oui. Rue du Faubourg Saint-Antoine, après la manif, ils se sont posés et ils ont commencé à écrire les cahiers d'exigence citoyens au pouvoir public. Il faut le répandre de telle manière que tous les citoyens se disent tiens, il y a un moyen de faire reconnaître nos problèmes sur le plan local, mais par le biais de la coagulation de tout ça, de le faire reconnaître à tout le monde. C'est-à-dire on recrée le corps politique au travers de l'expression du vécu, des difficultés, des souffrances. De l'expression, de l'analyse aussi, parce que ça a vachement débattu. Et l'analyse vient, il y a d'abord l'expression, l'analyse, parce que ça devient collectif petit à petit. Bien sûr, c'est un cerveau collectif. Voilà. Mais et ça recrée le collectif. Parce qu'au fond, c'est quoi, quand on parle de la constituante? C'est la manière de reconstruire le peuple en tant que corps politique souverain. Et conscient de lui-même. Conscient, bien entendu. Mais c'est ça l'objectif. Et pas par des manipulations d'un conseil plus ou moins bidouillé venant de l'Élysée. Ça, c'est pas sérieux devant une crise aussi importante.
D'autant que la crise, quand nous avons fondé l'association, la crise de système, elle était évidente. Mais maintenant, elle se conjugue avec une crise mondiale, avec une guerre. Et une guerre, c'est toujours le symptôme d'un tournant historique, il faut savoir le prendre. Peut-on prendre ce tournant historique sans le peuple? Pas possible. Donc là, finalement, il y a deux options. Soit le chaos, avec l'inflation, avec la course à la dette, à l'endettement, etc. Ou soit la sécession, avec les élites. C'est-à-dire qu'elles, dans les centres ultra-urbains, ultra-connectés, font ce qu'elles veulent, finalement, et puis le reste de la population, qui, soumis à l'impôt injuste, se dit, mais moi je sors du système. Alors, il y a des tas de manières, vraisemblablement, de présenter l'alternative à laquelle on est confronté. Moi, j'ai fait il y a quelques années un article dans Le Monde diplomatique qui s'appelle Bonapartisme constituante. Alors, c'est une autre manière de le poser, c'est-à-dire soit un régime qui s'affirme autoritaire, soit un régime fondé sur la souveraineté du peuple. Voilà. Avec ces outils bien sûr, de commissions citoyennes pour bien auditer sûr. Le travail des députés, de mandats impératifs. Le RIC, les mandats impératifs et révocatoires. Le mandat révocatoire, je préfère dire révocatoire, c'est plus clair. Mais effectivement, il faut bien qu'il y ait un mandat qui soit contrôlé. Bon. Et s'il se trompe de bouton, parce que là récemment, il y a quand même quelqu'un qui se dit de gauche, du peuple, du côté du peuple, etc. Elle s'est trompée de bouton. Ça peut arriver. Bon. Oui, bien sûr. Elle est payée combien pour se tromper de bouton? Écoutez, ça j'en sais rien, mais ça on a quand peut même, arriver. On a plus de 15 000 soignants suspendus. Des gens qui faisaient tourner les urgences. Et on en a tous bénéficié des urgences. Je dirais plutôt que devant un problème aussi grave, il faut quand même faire attention à de quel bouton on se sert. Alors, quelle punition? Dans la France du futur, comment tu verrais la punition pour cette sociale traîtrise? Parce que même si tu regrettes, même si tu fais des lives, etc., le oui a été enregistré. Alors, elle ne peut pas revenir dessus. La question, c'est est-ce que le fait que ce oui devienne non change le vote global? S'il change le vote global, il devrait y avoir changement du vote global. Mais elle n'est pas la seule à s'être trompée. On remet en cause le vote. Oui, mais elle n'est pas la seule à s'être trompée. Moi, j'ai découvert, comme toi, ce problème en lisant, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs. Je ne sais pas comment il faut le faire. Je pense que la meilleure chose serait qu'avant qu'on proclame les résultats, chacun vérifie son vote, plutôt que de constater 2 jours après qu'on a mal voté. Ça ne me paraît pas sérieux, par contre. Bon. Bon, que ça arrive de ci, de là, oui, ça doit arriver. Mais il faut voir les conséquences, surtout. Bon. Mais toi qui es un ancien député, moi, j'étais un serviteur. T'étais un serviteur du peuple. Tu te considérais comme un serviteur du peuple. Comme ça. Mais eux, là, ils se considèrent pas comme des serviteurs du peuple. Ils se considèrent comme des élus. Eh ben, c'est très exactement ce que nous appelons la crise de régime. Dans la crise de régime, il y a le fait que le souverain, qui, au titre de notre Constitution, d'ailleurs article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple, le souverain n'est pas reconnu comme souverain. Et là, il y a une contradiction majeure. Elle ne peut pas continuer. Donc, le système est condamné. Ah oui, oui. Et toi, en tant qu'ancien député et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, polytechnicien et ancien administrateur de l'INSEE pendant plus de 30 ans, tu le dis, aux collègues droit dans les yeux, le système, il est à bout de course. Ah oui, bien sûr. Et ça fait un certain nombre d'années que nous le disons. Mais là, ça se précipite, on dirait. C'est comme tous les grands changements historiques. Petit à petit, ils s'accélèrent. En ce moment, ils s'accélèrent, oui. C'est bien pour ça que les dirigeants, alors qu'il s'agisse du CNR de Macron ou des conventions dites citoyennes de je ne sais trop qui, essaient de trouver une solution pour sauver ce qui peut être sauvé sans être obligés de faire la constituante.
Ils essaient d'éviter la constituante, de toute évidence. Et quand je dis la constituante, je dis l'élection de la constituante. Hein. Pas 100 mecs tirés au sort. Oui, pas un bidouillage quelconque pour arriver à la... Non, l'élection, et alors nous disons à partir des communes et des quartiers, sur la base du processus dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Hein. C'est-à-dire quelque chose de conscient, responsable, un vrai débat, avec des citoyens sachant ce qu'ils font. Voilà. Instruit des questions juridiques, Voilà, politiques et économiques. Et ça, on peut le faire maintenant avec les progrès d'Internet. C'est faisable, c'est tout à fait faisable. Est-ce que tu aurais un message à tes collègues polytechniciens? Non, pas particulièrement. Vous savez, les écoles, ça vient, ça va, on passe. Hein. Mais dans l'histoire de France, il n'y a pas eu des polytechniciens qui, à un moment, ont basculé du côté du peuple pour... Alors, il y a l'exemple hyper célèbre de la Révolution de 1830, où toute la promotion a servi d'encadrement militaire aux révolutionnaires. Et vous en avez un exemple malheureux, qui est la rue Vaneau et le métro Vaneau. Vaneau est un polytechnicien qui est mort dans l'assaut de la caserne de Babylone lors de la Révolution de 1830. Vous voyez, donc, c'est une école qui a une histoire assez compliquée. Est-ce qu'il y a un espoir d'un basculement de ces élites, entre guillemets, en tout cas élites scientifiques, élites académiques, on ne parle pas d'élite morale ou éthique, ça c'est encore autre chose, mais de ces élites scientifiques, est-ce qu'il y a un espoir, selon toi, citoyen, polytechnicien, qu'ils dépassent, ils transcendent leur racisme de classe, leur esprit bourgeois ou petit bourgeois pour... Je pense que si on regarde, si on faisait une statistique de ce qu'on appelle les élites, effectivement, on obtiendrait ce que tu viens de dire. Je ne suis pas sûr, soit dit en passant, que si on avait fait la même statistique il y a, mettons, 50 ans, ça aurait été pareil. Moi, dans ma promotion en Polytechnique, par exemple, il y avait beaucoup plus d'enfants de classe moyenne inférieure ou même de quelques ouvriers, trop peu, mais il y en avait. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus du tout. Bon. Je pense que l'ascenseur, ce qu'on appelait l'ascenseur social, n'existe plus, ou presque plus. Bon. Cela étant, dans ce qu'on appelle les élites, il y a des gens tout à fait intéressants, très conscients. J'écoutais hier, un peu par hasard à la télé, je suis tombé sur une émission où il y avait... je ne suis pas sûr du prénom, mais M. Sureau, l'académicien qui a été élu il y a quelques mois, c'était tout à fait remarquable. La manière dont il décrit la crise de la société actuelle, extraordinaire. Donc il y en a, mais ce n'est pas la majorité du genre. Mais Voilà. finalement, ces élites bourgeoises qui s'aperçoivent qu'il y a la crise qui est en train de remettre en cause leur niveau de vie, leur sécurité, etc., est-ce que c'est pas tout simplement se consterner devant les conséquences et puis ne pas vouloir voir la causalité des choses? Moi, je suis un incorrigible optimiste et donc je crois en l'humanité. Je ne pense pas que l'humanité soit mauvaise. Je pense que l'humanité cherche à promouvoir une société plus juste, plus responsable, plus égalitaire, plus voilà, etc., etc. Bon. Alors qu'il y en ait, ce qu'il y a de frappant, et ça c'est un des problèmes de la période, c'est que les intellectuels, entre guillemets, qui apparaissent, disons, au service du système, pour faire bref, sont ceux qu'on invite à la télé. Les autres, on ne les invite pas. Mais parce que la télé est au service peut-être du système. Justement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je citais à l'instant Sureau, c'est un exemple tout à fait extraordinaire. Et, on ne le connaissait pas il y a quelques mois. Bon, maintenant il a pris une telle place du fait qu'il a été élu à l'Académie et du fait de son discours inaugural qui était, alors je conseille à ceux qui le trouvent et deux qui ont du temps pour le lire, c'est un discours remarquable. Bon. Mais comme le problème c'est que ceux comme ça, moi je ne les vois jamais à la télé. Alors ça nous pose la question délicate, pas de justice, pas de paix, des collabos.
comment vont être jugés les collabos? Ils doivent être jugés, parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Tous les intellectuels qui ont collaboré, qui sont enrichis avec le système, en le promouvant, en le supportant, et qui là essayent, à un moment, en s'apercevant que ce système est un Titanic qui coule, de s'en sortir, à un moment, bien mal acquis profite jamais. Moi, je pense que si un certain nombre de gens ont profité du système pour faire des manœuvres à leur profit, que la morale réprouve et que la justice officielle réprouve, par définition, il doit y avoir sanction. Ensuite, quand on rentre dans ce genre de débat, il faudra en définir les règles, les limites. Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais effectivement, il n'est pas normal que certaines limites soient franchies. Oui, ça c'est vrai. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de dire, citoyen, c'est les règles morales et les règles de la loi. Donc la loi écrite par les hommes et la loi morale, on va dire, c'est un peu la résultante de la loi naturelle. Quand Cohn-Bendit se vante à la télévision avec son histoire de braguette avec un gamin de 5 ans, on n'a pas besoin de la loi votée par des hommes pour comprendre que ça va mal se finir avec les mères de famille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr. Il est évident que... Alors, ça pose d'abord le problème de l'évolution des règles morales. Elles ne sont pas obligatoirement les mêmes à un moment ou à un autre. Pour moi, c'est l'exemple que tu viens d'évoquer. Il devrait être pérenne dans le temps et universel dans l'espace. Voilà. Je pense que la pédophilie est une chose condamnable partout et en tout lieu. Bon. Cela étant, il est vrai qu'il y a quelques décennies, apparemment, pour des raisons qui m'échappent, c'était moins considéré comme un condamnable. Il y a des évolutions dans portées par des intellectuels, des journalistes de Libération, du Monde, etc. Ah, mais moi, je le regrette personnellement, je trouve ça condamnable. Donc, mais, il faudrait savoir... pour des raisons qui m'échappent, il y a eu une période où c'est pas pareil. Mais alors là, c'est intéressant parce que c'est dans la radicalité de l'analyse des problèmes. Qui a financé ces journalistes? Qui a financé ces intellectuels qui poussaient à la roue les Cohn-Bendit et compagnie? Alors, là, on tombe sur un sujet qui mériterait un débat spécifique, hein, qui est le débat de la presse. Je pense qu'une des grandes questions que nous aurons à résoudre si nous arrivons à un système plus démocratique, à une réaffirmation de la volonté populaire telle que nous la souhaitons, etc., etc., je pense que la question de la presse, de l'information, du contrôle des journaux, par qui, comment, est une question essentielle. Bon. Honnêtement, on ne va pas la traiter aujourd'hui parce qu'on y est encore demain. Deux, c'est pas mon meilleur sujet. Nous avons des spécialistes de la presse dans notre association qui en parleraient mieux que moi. Hein. Mais c'est clair que c'est un sujet majeur. D'ailleurs, pour reprendre le CNR, le vrai, le Conseil national de la résistance, il y avait des articles sur la presse, et en particulier sur la propriété de la presse. Bon. Donc ça, il faut y travailler. Bon, mais moi je ne me prétends pas... On posera des choses dans le cahier d'exigence des collègues de Paris 11, des propositions par rapport à ça. Je ne me pose pas comme omniscient et comme pouvant donner réponse à tous les problèmes. Je sais simplement que c'est une question majeure. Alors l'autre question majeure, c'est la justice, bien évidemment. Qui juge les juges? Qui juge les juges? Et c'est pas le peuple qui juge les juges. Non mais il y a... Quand on parle des institutions, il est bien évident qu'on parle de toutes les institutions. Donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, pourquoi dans la Constitution actuelle n'y a-t-il pas de pouvoir judiciaire? C'est une autorité judiciaire, c'est pas la même chose. C'est quasiment une administration. C'est pas un pouvoir. Bon. Et la finance et les médias. Alors, oui, bien sûr, mais on va pas. Alors, honnêtement, si on les pose, ces problèmes, posons-les vraiment.
Posons-les Voilà. au niveau des cahiers d'exigences Par exemple. citoyens Par au exemple. pouvoir public. À vous de les monter, les amis, partout en France. C'est très simple, il faut 3 choses. La première des choses, il faut une équipe de personnes qui comprennent ce qu'ils font, et qui ne fassent pas n'importe quoi, et qui fassent ça sérieusement. Nous, ça fait plus de 3 ans et demi avec vous qu'on est dans le dur. Donc je pense que les équipes, elles sont montées depuis très longtemps. Oui, bien sûr. Le deuxième point, il faut un projet. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben là, on pose par écrit les conséquences, on les analyse en radicalité et on propose. On essaye de creuser. Toujours dans cette optique du bien commun pour tous, de la justice et de la dignité. Et puis, le troisième point, il faut un lieu. Et ben là, c'est à vous de faire. Vous trouvez un cafetier, un bar tabac, là où vous finissez les manifs. Généralement, c'est devenu des amis. Ils sont aussi dans la résistance. Et proposez-leur en mandat impératif et révocatoire. Il faut créer partout. Alors nous disons évidemment des cercles pour l'association, mais il faut créer des cercles qui se saisissent de ces questions. Comme les clubs sous la Révolution. Voilà. Et ça, c'est pas des partis. C'est des cercles de citoyens. Et c'est comme ça qu'est construite notre association. Hein. C'est de la démocratie Ce n'est pas directe. un parti, ce n'est pas un parti, c'est des cercles qui eux-mêmes, avec des gens différents, avec des gens, oui, qui ont des origines parfois complètement contradictoires d'ailleurs, mais ils sont tous animés par le même objectif, qui est de recréer le peuple et la démocratie. Alors, les amis, là, il y a plein de questions très intéressantes qui vont amener à débat, on le sait, à la fin de la prochaine manif Gilets jaunes sur Paris avec les collègues. On vous invite à faire exactement la même chose. Donc, il faut un lieu, il faut un projet et une équipe, ça on l'a. Et puis, peut-être le plus important, un cahier. Alors, nous, on a pris un cahier d'écolier. Et un crayon. Et vous le laissez avec un mandat impératif et révocatoire au cafetier qui joue le jeu, qui a compris l'importance de ça. Ça reste très symbolique, parce que là, il n'y en a qu'un, hein, c'est à Paris, dans le 11e, rue du Faubourg Saint-Antoine. Mais il se pourrait qu'il y en ait plein d'autres qui germent partout, et que ça soit des graines, où évidemment, il y aurait des cahiers d'exigence au pouvoir public, des cahiers citoyens d'exigence, ouverts pas seulement aux Gilets jaunes, que les Gilets jaunes donnent l'impulsion, bien sûr, parce qu'on en a donné de l'impulsion. Mais ça sera beaucoup plus efficace dans un rapport de force local, en commençant, qu'un pavé ou qu'une poubelle qui crame, forcément. Mais une fois que ces équipes se seront fait la main, les dents, des coins de cerveau sur les problématiques différentes et la radicalité de l'analyse, qu'est-ce qui va les empêcher de travailler à une constituante municipale ou de reprendre en cas d'effondrement structurel, insurrectionnel, reprendre la place d'un pouvoir vacillant au niveau local. Donc, plein d'espoir sur ce projet-là. Merci de le soutenir. Force et honneur, on ne lâche rien et plein de questions très intéressantes posées sur la table. Force et honneur.